Bonjour à tous, juste avant que ne commence l'épisode, je tenais à vous remercier. Sur le précédent épisode de Comment devenir immortel, je vous consultais sur le projet de rédiger un livre dans lequel je conciserais ma pensée et je pourrais la citer, progresser plus rapidement, m'expliquer plus rapidement et puis rencontrer des gens, impacter des gens par un autre canal de communication qui est Amazon, différent de YouTube, Twitter, etc. Merci beaucoup pour ceux qui ont pris le temps de laisser un avis ou de mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas. L'avis a été très favorable parce que j'avais 100% de pouces bleus le premier jour et toujours au bout de 3 jours. Je ne sais pas ce qu'il en sera à la date où vous regardez cette vidéo. En tout cas, je l'interprète de la manière suivante. Vous trouvez que c'est une bonne idée et merci de votre soutien et merci d'avoir pris le temps de me manifester votre avis. Merci et je vous tiendrai informé de la rédaction de ce livre. On reprend l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Comment devenir immortel. Vous trouverez la playlist de tous les épisodes précédents sur le sujet dans la description sous la vidéo. Dans cette série, j'essaie de collecter des informations ponctuelles bien identifiées à raison d'une par épisode. Donc je vous invite à raccrocher les wagons en regardant les épisodes précédents. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir immortel ? Eh bien, dans l'idée de promouvoir, de faire l'information, la connaissance, percoler les différentes strates de la société, il y a quelque chose qu'on peut faire qui ne coûte pas d'argent. Donc aujourd'hui, on va parler d'un truc qui ne coûte pas d'argent. Un moyen d'action qui ne coûte pas d'argent, c'est suffisamment rare pour mériter d'être partagé et souligné. Une chose que vous pouvez faire, vous avez vu, j'ai fait sur cette chaîne YouTube, c'est de traduire des articles scientifiques. Alors il se trouve que nous vivons en 2020 et à l'époque, sur notre planète Terre, la plupart des articles scientifiques sont par défaut des articles en anglais. C'est juste, c'est pas juste, c'est bien, c'est pas bien. Je ne vais pas m'attarder sur cette question, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est problématique parce que ça empêche la circulation de la connaissance dans les sociétés francophones. Et nous avons tous une part de travail à jouer. Ce que je vous invite, c'est de traduire les articles scientifiques qui vous intéressent, qui vous bottent, en français. Et si vous parlez une autre langue, le malgache, l'espagnol, l'italien, ce que vous voulez, l'arabe, je vous invite à faire de même. Même si vous venez d'un tout petit pays ou d'un pays qui, a priori, vous ne pensez pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient intéressées par ces articles scientifiques, détrompez-vous. Et puis en plus, parfois, des grands bouleversements viennent de personnes isolés de petits pays, de pays dont la langue n'est pas très très répandue. Donc il y a tout intérêt à traduire pour fournir des efforts pour traduire dans toutes les langues. Et j'aimerais insister sur le fait que ça fait plus de 10 ans qu'on nous prédit d'avoir des algorithmes de traduction qui feront ce travail pour nous. Eh bien on n'est pas du tout au point, je vous le garantis. J'ai moi-même commencé la traduction de 2 articles scientifiques que vous trouverez dans la description sous la vidéo également si ça vous intéresse. Je vous garantis que si vous prenez un article scientifique et vous faites un copier-coller dans Google Translate ou si vous connaissez un meilleur outil informatique, ça ne fonctionne pas. Il y a plein de choses qui fonctionnent, notamment pour les phrases simples, du type sujet, verbe, complément, mais il y a plein de sujets techniques, il y a plein de mots en anglais qui peuvent vouloir dire plusieurs choses. Par exemple, le mot encore, A-N-C-H-O-R en anglais. Nous, pour un français, on pense bien souvent à encre. Certes, ça veut dire encre, mais ça veut dire aussi présentateur télé, voilà, genre de piège dans lequel les algorithmes en 2020, notamment de Google Translate, tombent les 2 pieds, tombent dans le panneau complètement. On n'en est pas du tout à une période de l'humanité où les algorithmes sont meilleurs que les humains pour traduire les articles scientifiques. Donc voilà le message, traduisez les articles scientifiques. Faites attention à ce qu'ils n'aient pas été traduits, notamment sur YouTube et puis généralement les réseaux sociaux ou sur des blogs. J'aurais tendance à vous dire de privilégier les articles qui lancent des polémiques, parce que régulièrement dans l'année, on a des polémiques qui apparaissent, qui sont plus ou moins fondées sur des articles. En général, sont basés sur une interprétation mauvaise et infondée des polémiques. Donc en traduisant rigoureusement le plus mot à mot possible, bien qu'il y a toujours une part d'interprétation lors d'une traduction, en traduisant donc, disais-je, ces articles scientifiques de la manière la plus sérieuse possible, ça permettra de couper, je pense, l'herbe sous le pied aux polémiques et ça permettra de compléter la connaissance de tout un chacun. Tout le monde, indépendamment de sa couleur de peau, de son pouvoir social et économique, a accès à YouTube ou au blog ou à Internet. Ça va devenir de
plus en plus vrai avec la 5G, le développement des téléphonies mobiles. Permettons à tous d'avoir accès à la connaissance scientifique. Faisons sauter la barrière de la langue. C'est vrai que c'est un peu débile qu'il y ait plein de jeunes gens pauvres en France, dans le milieu de la francophonie et à l'étranger, qui sont volontaires, qui sont travailleurs et qui sont obligés d'accepter des conditions, des travaux accessibles à ceux qui ont fait aucune étude ou qui ne sont pas très motivés. S'il y a des gens qui sont motivés, c'est pas parce qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont pas eu accès à des hautes études universitaires qu'ils ne peuvent pas se joindre au combat, bien au contraire. Et donc je m'adresse particulièrement à ceux d'entre vous qui sont étudiants et qui ont déjà eu leur doctorat. Mais même si vous n'avez pas un doctorat, vous êtes concerné. Si vous avez un doctorat, vous avez été obligé de publier au moins un article scientifique en anglais. Donc, normalement, l'exercice de traduction de votre langue doit être relativement aisé. Vous avez déjà cette compétence. Mettons-la à profit, mettons-la gratuitement à profit pour le reste du monde. En plus, si vous avez publié, vous êtes familier avec la rédaction, les logiciels de rédaction d'articles scientifiques, la manière de citer les sources, de gérer la bibliographie, etc., etc. Si vous êtes étudiant et que vous n'avez pas encore fait ça, raison de plus pour vous y intéresser, puisque c'est un exercice sine qua non et vous prendrez de l'avance. Ça vous permettra de faciliter votre cursus et de démontrer à des partenaires potentiels, que ce soit de potentiels futurs directeurs de recherche ou de futurs potentiels économiques, l'occasion de leur démontrer que vous n'êtes pas un rigolo, voire même que vous êtes la crème de la crème, ou parmi les plus motivés du panier. Et donc concrètement, je vous invite à vous former à l'outil LaTeX. LaTeX est un outil de rédaction, et c'est un langage de programmation. La plupart d'entre vous, vous faites de la rédaction grâce à un logiciel de traitement de texte, par exemple Word ou Writer pour l'équivalent libre, OpenOffice. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser un logiciel de traitement de texte qui a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Alors attention, je vous recommande LaTeX parce que j'ai eu une formation universitaire très tournée informatique, traitement du signal. C'est vrai qu'il existe des filières scientifiques dans lesquelles on privilégie d'autres outils que je ne maîtrise pas ou peu et que j'exècre à titre personnel du type Word, mais bon, ça existe quand même. Donc attention, selon le type de filière dans laquelle vous vous prédestinez, réfléchissez. Ça vaut peut-être pas le coup d'apprendre LaTeX si vous allez travailler toute votre vie avec des laboratoires où tout le monde utilise Word. Par exemple, les ornithologues ou les biologistes, en général, ils travaillent plutôt avec Word ou des logiciels graphiques. Tandis que si vous êtes dans un laboratoire en informatique, si vous comptez rédiger un article scientifique avec Word ou un outil dans ce sens, vous allez passer pour un pecno et un gros fainéant et quelqu'un de particulièrement mal formé, puisqu'en informatique et dans bien d'autres filières, on utilise LaTeX. Alors il y en a qui vous diront qu'on ne dit pas LaTeX, on dit LaTeX. Écoutez, moi ça me coûte trop de dire LaTeX quand je lis LaTeX. Et ça me semble être un point de détail qui n'a pas beaucoup d'importance. Et je vous garantis que mettre dans un CV ou dans un entretien ou quand vous démarchez un partenaire ou un futur recruteur, ceux qui savent programmer en LaTeX et ceux qui ne savent pas, puisque tout le monde sait utiliser Word, par contre tout le monde ne sait pas utiliser LaTeX. Je vous garantis que c'est un gros outil, donc vous avez le beurre et l'argent du beurre. Et donc j'en viens au troisième argument. Quand vous allez traduire des articles scientifiques, la première étape par laquelle vous devez commencer, à mon sens, vous allez gagner beaucoup de temps. L'article scientifique que vous avez choisi, donc admettons parce qu'il a été mal compris ou il y a certains qui utilisent certains extraits qui les sortent de leur contexte pour faire de la politique ou de l'idéologie nauséabonde. Ou donc admettons que vous avez jeté votre dévolu sur un article scientifique, ça peut être un article scientifique que vous avez trouvé par hasard, et donc ça peut être aussi un article scientifique qui vous plaît, vous avez trouvé au fil du hasard. Je vous conseille d'abord d'aller dans la partie bibliographie. Donc tout à la fin, vous avez la liste des références bibliographiques. La première étape pour la traduction, c'est pour moi, de mon expérience, sur les 2 traductions précédentes que vous trouverez dans la description, c'est de récupérer toutes les citations, toutes les références bibliographiques, en plus de la référence bibliographique de l'article que vous allez vous-même traduire. Parce que il m'est arrivé que je commence la traduction par le début, ou juste par le matériel et méthode, parce que des fois l'introduction en général ne contient pas d'informations très pertinentes, d'informations réelles sur l'article en lui-même, c'est plus une contextualisation. Bon, disais-je, moi ça m'est arrivé de commencer à traduire l'article, et puis j'arrivais à certains moments à des citations. Donc déjà j'étais obligé d'interrompre le travail de citation pour aller sur internet chercher les références bibliographiques au format adéquat. Donc moi je cherche au format .bib,
puisque l'outil qui sert à gérer les références bibliographiques sous latex, c'est BibTeX, et que les fichiers qui se finissent par .bib. Et je trouve que c'est une manière simple et très rapide et très 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 légère de gérer la bibliographie. Ça permet de très très rapidement copier, récupérer pour d'autres projets des références précises et de les retrouver rapidement, parce que farfouiller dans des éditeurs de texte, dans des fichiers .bib qui pèsent que quelques kilo-octets, c'est très facile, surtout que sous Linux, vous n'avez même pas besoin de vous créer la fichier, vous pouvez faire des recherches avec l'outil sed pour, si vous vous souvenez d'un nom ou d'un mot dans une référence bibliographique, vous pouvez très très facilement dire à votre machine, cherche-moi dans tous les fichiers bib la fois où apparaissait tel mot, tel caractère, telle suite de caractères. Donc je reviens sur ce que j'ai disais, c'est très chronophage et c'est très idiot de devoir interrompre la traduction pour aller chercher la référence bibliographique, pour la mettre dans le fichier .bib ou l'équivalent si vous utilisez un autre outil, puis de revenir à la traduction, etc. etc. Alors vous pouvez certes sauter la référence bibliographique quand vous êtes en train de traduire en vous disant que vous allez revenir plus tard, mais si vous allez revenir plus tard, vous perdez du temps, inutilement. Et en plus, si vous commencez à rechercher en premier les références bibliographiques des articles qui sont cités en premier, admettons que vous interrompons parce qu'à traduire un article scientifique en une journée, c'est pas possible pour la plupart d'entre nous. Pour la plupart des gens qui seront derrière cette vidéo, à mon avis, ce sera pas possible. Il sera au moins en plusieurs jours. Et donc, le lendemain, quand vous allez revenir sur votre ouvrage pour reprendre la traduction, le fil de la traduction, peut-être vous allez dire, bon, ça suffit là, cette histoire de m'interrompre pour les références bibliographiques, je vais faire toutes les bibliographies d'un coup. En plus, ça permet d'appliquer une espèce de mécanisation, une automatisation, un Fordisme qui permet d'aller plus vite. Effectivement, c'est plus rapide de faire toutes les bibliographies d'un coup. Donc, vous disais-je, si vous dites je vais faire la bibliographie maintenant et que vous avez déjà commencé, dans la partie bibliographie du document écrit, du PDF de l'article, il va falloir enlever les trucs que vous avez déjà copiés parce que vous les êtes déjà allés les chercher. Mais ça, c'est pas facile de les trouver parce que à ce moment-là, dans la bibliographie, en général, c'est trié par ordre alphabétique en suivant le nom du premier auteur. C'est pas trié par ordre d'apparition de la citation dans l'article. Donc, je sais pas si vous voyez le micmac, le millimilo, le temps qu'on perd bêtement, virtuellement, pour une raison qui n'existait pas avant qu'on commence le travail. Alors, il y a une question importante, c'est la question de la propriété intellectuelle. Vous allez me dire, est-ce qu'on a le droit de traduire un article scientifique de l'anglais vers le français sans demander la permission? Alors, il y a des articles scientifiques dans lesquels il est marqué la licence Creative Commons. Auquel cas, là, en général, vous avez une réponse toute trouvée. À ma connaissance, de mon expérience, quand on vous donne la Creative Commons, en général, le type de licence Creative Commons, en général, c'est parce que c'est le type de licence qui vous permet de le faire, de le traduire en français sans vous poser de questions. Par contre, vous devrez vous-même, en général, ça peut vous obliger à publier votre traduction sous un type de licence particulière. Moi, je vous invite à les publier dans un format qui permet leur réutilisation totale, même commerciale, à condition que vous soyez stipulé comme étant traducteur. Ça, je trouve que c'est très important d'exiger que si on fait référence à votre travail, on vous rajoute, même avec une manière bricolée de le faire, comme espèce de traducteur-auteur, qu'on n'oublie pas votre travail, parce que c'est important dans le milieu de la recherche de savoir qui a fait quoi, c'est très 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 important, et il y a beaucoup de voleurs. Et il y a certaines personnes en poste avec un pouvoir hiérarchique fort qui ont tendance à réécrire un peu l'histoire. Pour le reste des articles, voilà ma manière de penser. Je ne suis pas un spécialiste de la propriété intellectuelle. S'il y en a qui veulent s'exprimer dans les commentaires, je les invite à le faire. Attention, je n'invite pas tout le monde à se prononcer sur cet aspect-là technique, que ceux qui ont une formation. Ça ne m'intéresse pas d'avoir les idées des piliers de comptoir et de Tartampion qui n'en a jamais fait de sa vie. Donc, disais-je, ma mentalité, c'est je ne me pose pas de questions, je le fais, et au pire, qu'est-ce que je risque? À ma connaissance, les auteurs vont être très flattés, je pense, ils ont toutes les raisons d'être très flattés que leur article soit traduit en français. Parce que c'est pas tous les jours qu'il y a quelqu'un qui va vous permettre de faire un travail de qualité dans ce domaine. Et franchement, je vois pas pourquoi il s'y opposerait. Parce que plus vous contribuez à faire connaître un article scientifique, plus c'est juteux pour la revue qui publie l'article en anglais, et plus c'est intéressant pour les auteurs également. Et plus c'est intéressant pour la notoriété de la revue. Donc je veux dire, c'est une attitude win-win. Quand bien même, de toute façon, une revue vous dirait j'aime pas que vous ayez traduit en français. Bon, déjà, si elle vous dit j'aime pas, c'est pas un problème. T'aimes pas, bon, désolé. Si elle devient menaçante et qu'elle vous demande, elle exige des choses de vous,
À ce moment-là, je suis même pas sûr que la loi sera de son côté en français, en France, si vous êtes en France, ou même ça dépend de la législation de votre pays, puisque c'est vous qui avez traduit le texte en français. S'il n'existait pas de version déjà traduite, on ne peut pas grand-chose vous reprocher, puisque c'est une création originale de vous-même. Si il n'y avait pas déjà d'article traduit en français, ce que vous avez créé, vous avez des droits. Vous avez des droits. Si dans le pays où vous êtes, il n'y a pas de version traduite de l'article anglais en français, je vois pas ce que la revue pourrait vous dire au niveau de propriété intellectuelle, puisqu'elle ne possède pas l'article en version française. C'est pas tout à fait la même œuvre. C'est pas la même œuvre. À la limite, exception faite certaines figures, certains schémas, certains graphiques qui présentent bien certains résultats, peut-être qu'effectivement on pourrait vous embêter là-dessus. On pourrait vous dire oui, le texte en français, d'accord, on ne le possède pas vraiment. Par contre, vous avez utilisé nos figures sans notre permission. Bon, dans ce cas-là, de toute façon, il vous suffira de dire ok, je fais sauter les photos, puisque de toute façon, ce que je vous conseille de faire, au début de votre traduction, vous dites ceci est la traduction originale de tel article, avec, si possible, un lien URL vers l'article, soit de la revue qui le vend, soit encore mieux le lien ResearchGate que l'auteur a mis son PDF. Un des auteurs a mis le PDF sur ResearchGate, puisqu'il a tout à fait le droit, même si l'article est payant en tant qu'auteur, il a certains droits, il a tout à fait le droit de mettre le PDF sur ResearchGate. Soit aussi, éventualité, une question que je me pose, j'aimerais avoir votre avis, des gens qui ont un peu d'expérience dans ce domaine. On pourrait mettre aussi l'URL Sci-Hub. Sci-Hub, c'est un site internet qui vous permet d'avoir accès à des articles scientifiques payants. Et quand vous trouvez sur Sci-Hub, ça vous donne une URL, on pourrait la mettre directement dans l'article pour que les gens qui lisent votre article en français, ils n'aient plus qu'à cliquer sur l'URL, ça les emmène sur l'article scientifique en anglais qu'ils auraient payé s'ils y avaient accédé, s'ils n'ont pas vos connaissances de Sci-Hub. Et je me pose la question, qu'est-ce qu'on risque si on met une URL Sci-Hub? Parce que on fait juste les intermédiaires, c'est pas nous qui possédons Sci-Hub. Je pense que c'est mieux de pas trop se mettre à dos les gens, donc privilégier un lien ResearchGate. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. À partir du moment où vous citez dès le début l'œuvre originale, vous précisez que c'est une traduction. S'il y a des figures que vous pensez sensibles, vous dites je les mets pas dans l'article, vous l'expliquez au lecteur. Le lecteur aura juste à aller voir les articles, les figures dans l'œuvre originale s'il le souhaite. Donc je vous invite à vous mobiliser. Il ne faudrait pas qu'on traduise à 2 ou à plus le même article scientifique. Donc si vous voulez, envoyez-moi un mail dans la section à propos si vous avez d'autres questions. Je vous invite à vous mobiliser, si vous êtes à l'aise en anglais ou dans une autre langue en plus du français, si vous êtes chaud. En plus, c'est extrêmement enrichissant, ça vous aide à mémoriser l'information scientifique. C'est pas facile de mémoriser les informations scientifiques, mais quand vous traduisez l'œuvre et que vous la réécrivez, ça facilite beaucoup. Donc c'est très 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 formateur. Et puis c'est une excellente manière de constituer votre réseau, parce que quand vous allez toquer à la porte par ResearchGate ou par une adresse email, vous dites à un chercheur à l'autre bout du monde, que ce soit en Angleterre, en Australie, en Russie, en Chine, en France, votre article est génial, je voudrais le traduire en français, ou je l'ai traduit en français, vous créez un gros contact, parce que le PDF que vous allez générer, les auteurs peuvent vous le demander pour même le distribuer, parce que des fois, même des Anglais, ils vont dans des pays francophones, ils font une conférence en anglais, mais ils peuvent dire, écoutez, j'ai une version française, il y a un étudiant ou un collaborateur qui me l'a traduit en version française, si ça vous intéresse, donnez-moi votre email, ou vous trouverez sur ma page perso d'université, ou sur mon profil ResearchGate, et donc ça peut très 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 bien diffuser, et quand c'est marqué votre nom, voilà, vous faites un nom, c'est très 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 constructif à tous les niveaux. Si vous appréciez cette vidéo, que vous la trouvez valable, que vous voulez la soutenir, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Encore une fois, mon mail est dans la section à propos si vous voulez qu'on un petit peu se regroupe pour faire les choses intelligemment, notamment pas être redondant, pas se mettre des bâtons dans les roues les uns des autres. Parce que moi, mon rythme de traduction, moi tout seul, à raison de, un article par semaine, vu le nombre d'articles passionnants créés par l'humanité tout entière tous les jours, je vais pas aller bien loin. Donc ça serait bien qu'on s'y mette à plusieurs. Si vous aimez la recherche scientifique, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle, un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Le rectangle, c'est la playlist de tous les épisodes précédents sur le sujet comment devenir immortel. Et le carré, c'est si vous voulez recevoir par mail gratuitement les futures vidéos, les futurs épisodes stratégiques
sur le sujet comment devenir immortel. Alors, vous me laissez votre email, c'est gratuit, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Tout ça, c'est dans le strict respect du règlement général sur la protection des données. Je revends ces informations à personne, je communique à personne et je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent, bien entendu.